Une conférence paritaire. Nous avons la parité, c'est très bien, je suis content. Nous allons essayer de vous parler de la science aujourd'hui et vous fait que 10 minutes demander à chaque fois. Ouais, mais peu importe. ce qu'on pense d'un printemps des sciences éventuel. Donc pour parler de cela, nous avons avec nous Estelle Blanquet, qui est professeure agrégée de physique, formatrice à l'ESPE de Nice, l'Université Sophia Antipolis, et à l'Université de Genève. Elle y prépare les futurs professeurs des écoles à l'enseignement des sciences par la démarche de l'investigation. Nous avons un physicien et essayiste qui est Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur émérite de l'Université de Nice Sophia Antipolis. Par-delà ses travaux de recherche en physique théorique et mathématiques et ses contributions à l'histoire, la politique et la philosophie des sciences, il se distingue par son implication dans la mise en culture des sciences. Il dirige ainsi la collection Sciences ouvertes aux éditions du Seuil et la revue Alliage, Sciences, Culture, Technique. Il a écrit plusieurs ouvrages de réflexion critique sur la science contemporaine, parmi lesquels Au contraire et La pierre de touche. Sylvie Lenné est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 3, où elle forme de futurs documentalistes et explore les nouveaux modes de publication et de communication à l'ère numérique. Elle a déjà publié une vingtaine de nouvelles de SF, pour lesquelles elle a reçu plusieurs prix. Elle continue d'interroger les possibilités scientifiques de la SF dans ses derniers recueils. Alors, je vais peut-être commencer par Sylvie. Puisque c'est le thème d'aujourd'hui, sommes-nous en train de voir changer notre vision scientifique du monde ou sommes-nous seulement en train d'affermir les bases des paradigmes issus du XXe siècle? C'est difficile de faire commencer à faire parler la plus naïve dans ce débat. Le point de vue que j'ai, moi, est nécessairement un peu extérieur, puisque même en étant scientifique, je ne suis pas dans les domaines dont on va parler essentiellement ici. Je ne suis ni biologiste, ni physicienne, ni chimiste, ni quoi que ce soit d'un peu sérieux, contrairement aux deux autres participants. C'est difficile le dernier jour des utopies, alors on a l'élocution un peu moins fluide. Est-ce qu'il y a une révolution? Je dirais, mon premier point de vue, c'est que je ne crois pas qu'il y ait vraiment de révolution. Je crois qu'on examine actuellement des aspects du monde qu'on n'avait pas encore regardés et à d'autres échelles, sous d'autres angles. À part à de rares exceptions près, j'ai quand même l'impression que globalement la science évolue non pas par révolution, mais par des théories qui englobent celles qui existaient jusqu'à maintenant, avec des modèles plus puissants, mais je ne sais pas si c'est vraiment des révolutions, au sens où, à partir du moment où on a bien conscience qu'on n'est pas en train d'essayer de découvrir les vraies lois naturelles du monde et comment ça marche, il n'y a plus de révolution possible au moment où on change de théorie. Ce serait très perturbant d'ailleurs si la science se contentait d'expliquer ce qu'est exactement le monde. Parce qu'au moment où on changerait de théorie, ça voudrait dire que le monde est en train de changer de nature, ou alors qu'on n'avait pas fait de science auparavant. Donc, si on admet l'idée que la science se donne pour objectif d'avoir des modèles qui sont suffisamment satisfaisants pour rendre compte d'une partie de ce qui se passe dans le vrai monde, on peut assez facilement changer de théorie pour en adopter une plus puissante et ne pas ressentir la violence de ce que serait une révolution au sens historique du terme. Alors, Estelle Blanquet, vous aussi, c'est votre position de dire qu'il n'y a pas de révolution? Alors, bon, je pense en physique, mais ça c'est Jean-Marc qui nous en parlera le mieux. On est encore en train de digérer les révolutions du siècle dernier qui sont la mécanique quantique et la relativité générale. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Sylvie, effectivement, quand elle dit que si on est prêt, si on a compris que la science fait des représentations du monde et réfléchit sur des représentations du monde et pas sur le monde lui-même, effectivement, un changement n'est jamais un traumatisme. Mais le problème, c'est que souvent, en tout cas beaucoup d'entre nous, restent convaincus que la science dit le vrai et que les scientifiques ont démontré une bonne fois pour toutes un certain nombre de choses. Et là, j'ai envie de dire, c'est là où moi je me positionne. Moi, je suis formatrice d'enseignants
Et donc c'est dans un site de primaire, hein, donc ça veut dire qu'ils vont avoir des petits en face d'eux. Et puis souvent ce sont des jeunes qui sont issus de formations littéraires plutôt que scientifiques. Et il y a une certaine auréole autour du scientifique qui est celui qui sait. Et une partie de mon travail avec eux est justement de leur faire comprendre qu'essentiellement le scientifique est celui qui ne sait pas. Mais qu'en même temps on a des outils pour investiguer, pour chercher. Et que, par exemple, mais ça, j'ai envie de faire parler Jean-Marc là-dessus, donc c'est pour ça que je vais lancer la chose, mais par exemple, la plupart sont convaincus que la Terre tourne autour du Soleil, et c'est un fait pour eux, la Terre tourne autour du Soleil. Et celui qui irait dire que le Soleil tourne autour de la Terre est ou un imbécile ou un provocateur. Et à partir de là, on peut jouer avec ces idées et travailler sur l'idée que ce sont des représentations du monde. Et voilà, donc l'idée, effectivement, c'est d'ouvrir l'esprit pour permettre les changements, tout simplement. Bon, alors, revenons peut-être un peu sur la question que posait Sylvie, que commentait Estelle, la question des révolutions scientifiques. Bon, le mot révolution, c'est un mot extrêmement lourd, hein, parce qu'il a toute une connotation politique et historique. Je vais donc plutôt le laisser de côté, utiliser un autre mot qui appartient au vocabulaire de la philosophie des sciences de Bachelard, par exemple, qui parle de rupture. La question c'est, est-ce que dans l'évolution de la pensée scientifique, il y a une évolution continue, ou est-ce qu'il y a effectivement des ruptures, des discontinuités, des sauts qualitatifs? Moi je crois que oui, je crois qu'il y a des sauts, et ça ne va pas à l'inverse de ce que disait Sylvie, parce que d'une certaine façon, quand il y a un saut, vous vous retrouvez de l'autre côté, et vous regardez l'endroit d'où vous venez, vous dites, ah bon, ben d'accord, oui, finalement, je comprends de mon nouveau point de vue ce que je croyais comprendre et n'avais pas très bien compris auparavant. Mais il y a quand même un changement brutal qui opère dans la façon de voir le monde. Alors, exemple typique, au début de ce qu'on appelle la révolution scientifique, là pour le coup le mot est adapté parce qu'il joue non pas seulement sur les contenus de la science, mais sur sa façon d'être au début du XVIIe siècle. Passer d'un monde qui est un monde encore aristotélicien, où il y a une différence radicale entre le monde sublunaire, le monde de la Terre, qui est le monde de la corruption, du changement, de la naissance et de la mort, et un monde supralunaire, qui est le monde de l'immuabilité, de la perfection, du changement. Passer de ce monde-là au monde unique, tel que Galilée va montrer qu'il existe, à savoir la Lune, c'est comme la Terre, ce sont des planètes, et les autres planètes sont du même ordre, nous vivons tous dans le même monde, les lois de la physique sont les mêmes partout. C'est évidemment un changement de point de vue très brutal et qui va mettre un certain temps à être admis. Évidemment, une fois qu'il sera admis, collectivement, on se dira, oui, mais pourquoi on pensait des choses aussi naïves autrefois, on voit bien que nos ancêtres se trompaient, etc. Il ne faut pas négliger la brutalité de ces moments de rupture. Par exemple, quand Einstein introduit, après d'autres, pas tout seul, il introduit une nouvelle conception de l'espace-temps, ou quand les physiciens du début du XXe siècle nous montrent que le monde microscopique, celui des atomes et des molécules, se comporte de façon tout à fait différente du monde des petites billes ou des planètes, c'est quelque chose qui est très difficile à avaler parce que ces concepts, au départ, sont totalement contre-intuitifs. C'est si vrai d'ailleurs, et là je rejoins ce que disait Estelle, c'est si vrai d'ailleurs que des idées qui semblent admises banales aujourd'hui parce qu'on les enseigne aux enfants depuis le plus jeune âge, souvent nous négligeons leur charge de radicalité. La Terre tourne autour du Soleil, bon d'accord, la Terre, mais qu'est-ce qui la fait tenir? Sur quoi elle est posée? Bon, sur rien, nous avons tous vu des photos de la Terre toute seule dans l'espace. Mais cette vieille idée d'autrefois que la Terre, pour tenir, devait être posée sur le dos d'une tortue qui était elle-même sur le dos d'un éléphant, etc., elle n'est pas si facile à éradiquer si vous la reprenez au sérieux. Mais comment elle fait pour tenir toute seule dans l'espace comme ça? Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très intéressant.
et reprendre des idées scientifiques anciennes et montrer qu'elles sont loin d'être intuitives encore aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire que, effectivement, je crois qu'il y a des discontinuités dans l'histoire de la pensée scientifique. Il y a une caractéristique de la période que nous vivons, me semble-t-il, c'est que ces discontinuités, bizarrement, paradoxalement, sont plus difficiles à intégrer qu'elles ne l'étaient autrefois. Alors,